Tiens, nous voilà Ocha après son dodo. ICO, Pablo Hidalgo. Plus que 3 épisodes de cette daube et je pourrais passer à autre chose. Tiens bon, gamin, et tiens bon encore. ICO. Ah, c'est super. Elle va bien vous traîner dans la tête aujourd'hui. Je ne regrette rien. Bonjour. Bon, je vais pas vous mentir, en ce moment j'adorerais pouvoir traiter de trucs qui me plaisent, comme Endor par exemple, ou alors à la limite regarder Mobland peinard chez moi, mais j'ai eu l'idée saugrenue de me lancer dans le décrassage de The Acolyte, et comme il faut terminer ce qu'on commence, je vais devoir encore patienter. Cette fois-ci, on se tape l'épisode 6 après qu'environ tout le monde se soit fait fumer par Quaimir. Comme l'épisode précédent était plutôt chargé en action, j'ai le pressentiment que l'épisode 6 va encore être une sorte d'entre-deux au point mort dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Pour rappel, Ocha s'est fait pousser dans les escaliers par sa sœur et a perdu connaissance. Mais on a profité pour échanger leurs vêtements et nous faire à tous une leçon de coiffure grâce à la force, avant de laisser Ocha seul dans la jungle. Se faisant passer pour sa sœur, mais rentre au vaisseau avec Saul. Ocha, quant à elle, est soignée par Quaimir qui l'a probablement tirée de la jungle alors qu'elle était encore inconsciente. On démarre alors l'épisode avec Ocha qui se réveille dans une grotte au design sobrement danois et qui ferait certainement pâlir un amateur de Feng Shui. Elle se rend compte que lors de son dodo, elle a été soignée et que son sauveur est en train de préparer une bouillabaisse. Même si bon, on verra que quand Ocha elle sort de la grotte, niveau météo, on est plutôt en Bretagne. Ocha se réveille donc sur une planète inconnue. Elle peut néanmoins apercevoir le vaisseau de Quaimir un peu plus loin, mais pas sur la même île parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Elle décide d'aller à la pêche aux moules sur la plage et aperçoit Quaimir qui marchait pépouze le long du littoral. Alors le montage c'est pas top, hein. Ocha elle vient de là et Quaimir il marchait genre là. C'est un peu difficile d'imaginer qu'ils se soient pas vus, mais bon. Elle le regarde partir au loin et en tremble de rage, la petite Ocha. En même temps, on la comprend, Quaimir vient de tuer tous ses potes et si ça se trouve, il a tué sa sœur et Saul aussi. Oui, elle a bien la rage, elle va sûrement vouloir se venger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On retrouve maintenant Saul qui essaye de contacter les Jedi depuis son vaisseau, mais malheureusement les Jedi sont sur Orange et du coup le réseau n'est pas terrible. Ah, on peut imaginer que ça arrange bien les scénaristes d'avoir des communications qui passent pas. Après je vais pas pinailler là-dessus, ça peut arriver. Ah, et il y a ce comte Basile, il est toujours dans le vaisseau, et il m'avait pas manqué le nuisible. Mais, qui je le rappelle se fait donc passer pour sa sœur, a décidé que c'était le moment de donner un coup de cutter à Saul, mais finalement elle décide que non. Saul, lui, il décide d'aller reboot le système d'exploitation des communications pour avoir un meilleur réseau. Comme quoi, même dans Star Wars, la meilleure solution ça reste toujours d'éteindre et rallumer. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Doucement, Saul, déjà que ça marche pas bien, tu vas nous faire planter toute la machine. On nous refait le même plan avec Basile parce que vive la réalisation inventive et on découvre qu'il avait gardé l'iPhone d'Ocha. Il le place donc à recharger. Parce qu'il y a un autocollant qui dit où c'est qu'on met l'iPhone pour le charger. Retour en Bretagne et on voit Quaimir être pisté par Ocha. Et là, je vous mens pas, je crois que c'est la pire scène de la série. Oui, pire que la chanson et tout. Quaimir se fout à poil pour aller faire trempette et Ocha est clairement en train de saliver sur Quaimir. Elle a la dalle. Feels good, doesn't it? To hold one in your hand again. Ah, déjà qu'on a eu le droit à une métaphore à peine cachée sur le sabre laser et la bite de Quaimir, le mec commence à insinuer qu'elle pourrait le rejoindre dans la flotte alors qu'il est à Walpé. You're not gonna join me. I'd like to put my clothes back on. Oh, you touch my tra-la-la. Oh mon dieu! C'est pas croyable, le regard furtif sur le sgeg de Quaimir. I'm wondering if it's honorable to kill me like this. Punaise, elle regarde encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Ocha? T'étais pas sûr? Voilà, The Acolyte, c'est l'île de la tentation maintenant, c'est 50 Shades of Grey, une sorte de Twilight dans lequel on apprend que des petites gourdes peuvent être simplement attirées par le côté obscur à la vue d'un seigneur chibre. Puis vu le climat, l'eau doit être froide, mais Dark Maul ferait quand même vaciller Ocha. Au passage, est-ce qu'on peut parler de la version anglaise de l'épisode en autodescription qui traîne sur internet? Je crois pas qu'on en ait une en français, mais ça donne quand même une bonne idée de la niaiserie qui est proposée. He begins to undress, revealing a prominent scar on his well-toned back. Oh my. Dropping his billowy-legged Hakama pants, he steps forward with the sunlight accentuating his taut muscles. Oh my. Ouais, merci Leslie, hein, merci pour cet amoncellement de caca. J'avais justement une théorie comme quoi quand t'étais plus jeune, tu traînais sûrement sur des forums ou sur DeviantArt à la recherche de fanfiction de cul sur les personnages de tes récits préférés. Bon bah voilà, Leslie elle est passée à une étape supérieure, Disney lui a filé 230 millions pour réaliser une fanfiction qui suinte la découverte de son bas-ventre et qui aurait dû définitivement rester oubliée sur son blog. All of my own personal experience. Revenons à notre épisode. Donc pendant qu'Ocha contemple une merguez et devient toute chose à l'idée que son senpai sexy daigne poser son regard sur elle, Quaimir nous lâche 2-3 répliques finies à la pisse pour impressionner Ocha. Now you're wondering how I can read your mind.
Genre, il parvient à la comprendre parce qu'il arrive à lire en elle comme dans un livre ouvert. Ouais, je vous ai dit, c'est du niveau de Twilight. Hein. Osha lui demande pourquoi il l'a ramené ici même en Bretagne. Elle lui pose d'autres questions, par exemple s'il a tué Saul et qu'on sort. C'est bon, arrête un peu Osha, on sait tout ce que t'es en train de te demander. Est-ce qu'il est triste? Est-ce que je peux le sauver? Le réparer? Il a peut-être besoin de moi? It's so dumb. Ah, et si jamais l'interrogatoire se termine là, hein, le mec il a mis sa chemise, il a répondu à ses questions et l'histoire est classée. Mof, il a tué tous tes potes, c'est un serial killer et toi tu veux lui laisser le bénéfice du doute. À nouveau. Yeah, I'm dark-sided. I've always been dark-sided. Ta gueule. Pendant ce temps, le vaisseau de Sol, piloté par May, rejoint sa deuxième partie, je sais pas. Mais en tout cas, May, elle est devenue une pilote hors pair du vaisseau en question alors qu'elle a jamais appris à le piloter. On sait pas comment. Enfin si, on sait, chez Disney Star Wars, c'est obligatoire pour une protagoniste de savoir piloter absolument tout comme par magie. I bypassed the compressor. Sol déclare à celle qui pense être Osha qu'il va tout expliquer au Conseil des Jedi. C'est bien Sol, il t'a fallu 15 ans pour avoir ta première bonne idée. To tell them everything. Everything? Et puis l'alimentation du vaisseau tombe maintenant en rade. Bon, tout ça c'est avant qu'on change de décor pour voir ce qu'il se passe à Coruscant au temple des Jedi. Visiblement, le Sénat serait en train de préparer une demande d'audit des Jedi. Et comme Venestra n'est pas fan de la transparence, parce que c'est bien connu que les Jedi sont contre la transparence, bah elle flippe un peu. Mais elle est rejointe par Jedi Pompadour qui fait aussi de l'ASMR sur Twitch quand il est en congé. Merci aux ingé-sons qui ont travaillé sur la série. Hein. C'était dégueulasse. Mog, parce qu'il s'appelle Mog, lui annonce que toute la team des Jedi partie à la poursuite de Kelnaka s'est fait zigouiller, et Venestra réagit comme si elle venait d'apprendre que son rendez-vous de 15h15 était déplacé à 15h30. On revient à notre pêche au moule et Osha colle au basque de Quaimir comme un bulot. Il lui explique qu'il était un Jedi et elle lui demande à nouveau pourquoi il l'a ramené ici en précisant que son papa Saul va venir lui péter la gueule parce qu'il est très puissant. On peut au passage admirer le jeu d'actrice d'Amandla Stenberg. Oui, voilà Amandla, tu avances mais tu dois montrer que tu es sur tes gardes. Voilà, c'est bien, bah oui, avance comme un crabe, c'est parfait, c'est dans le thème. Et Quaimir prétend en fait que c'est plutôt elle qui est très puissante dans la force et que quelqu'un devrait lui apprendre à utiliser ses capacités. C'est pareil. Bon, et ensuite on revient à Saul et May pour découvrir que c'est cette grosse flaque de Basile qui a foutu en l'air l'alimentation du vaisseau. Alors, pas besoin d'attendre, hein, je vous préviens direct, on comprendra jamais sur le reste de la saison pourquoi Basile fait les choix qu'il fait. Il a aucune autonomie, il sert juste à emmerder quand il faut emmerder pour ensuite disparaître jusqu'à la prochaine fois, et c'est à peu près tout. J'ai envie de le cramer rien qu'en le voyant faire son pas de danse. Ah tiens, une autre métaphore. Mais il se résout à prendre Pip et elle le reset comme un iPhone. Littéralement comme un iPhone. Vous avez essayé d'appuyer au moins 7 secondes sur le bouton volume bas et power? Voilà, et maintenant Pip il devient rouge. Parce que chez Disney Star Wars, quand les droïdes sont pervertis, leurs yeux deviennent rouges. Alors, on retrouve Pif et Hercule pour un concours de platitude. Quaimir dit qu'il y a d'autres moyens d'accéder à la force, comme les émotions telles que la peur et la colère, et Osha rétorque « Mais c'est le chemin vers le côté obscur !» Et il lui répond qu'elle joue sur les mots. Alors ça, c'est une belle cabriole pseudo-constructiviste. Vous savez, le constructivisme et le postmodernisme, c'est très bien d'un point de vue académique, mais l'inconvénient, c'est que ça permet à toute une ribambelle de débiles qui ne les ont pas correctement compris de partir du principe que plus rien n'existe si ce n'est la représentation contextuelle qui en est faite. Vous voyez là, Quaimir, il tient un bol, mais dans d'autres contextes, culturels, historiques, géographiques, on pourrait dire que c'est un chapeau, parce que tout dépendrait de la fonction qui est attribuée socialement à l'objet. Mais la culture impérialo-capitaliste occidentale a décidé que c'était un bol et pas un chapeau, alors nique ceux qui prétendent que c'est un chapeau. Ouais, bah si la question du contexte est toujours légitime et intéressante, il arrive trop souvent qu'on oublie de s'interroger sur la qualité de son attribution alternative. C'est peut-être un chapeau dans d'autres contextes, mais il aurait l'air quand même sacrément couillon s'il le mettait sur la tête. Alors, pourquoi je vous parle de ça, moi ? Ah oui, parce que c'est typiquement le genre de réflexe d'une personne comme Leslie Headland qui ne cherche pas à découvrir et comprendre les différents sens qu'on attribue aux valeurs morales, mais plutôt de se reposer sur un entendement limité des courants de pensée comme le constructivisme et le postmodernisme. Ah, en gros, elle a vaguement compris que la subjectivité pouvait nuancer n'importe quel postulat et elle a décidé de conclure qu'il était préférable de contester les conventions admises collectivement en les remplaçant par une interprétation flottante et opportuniste. Une médiocrité intellectuelle qui lui permettrait donc d'affirmer sans réel argument que la morale c'est juste trop variable quoi. Le bien et le mal, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Finalement, on joue sur les mots. Enfin bref, en gros, Leslie doit s'imaginer qu'elle est révolutionnaire dans son approche, mais au final, elle ne fait que maladroitement ou pernicieusement dire que les méchants ne sont pas des méchants. Et puis de toute façon, on le sait, hein, Leslie Headland, elle pense que le côté obscur c'est tellement plus cool. I mean, Leslie is Sith. yeah, I'm dark-sided. Clearly. I've always been dark-sided. All Sith. That's the path to the dark side. Semantics. You murdered my friends. Oh,
Osha, première référence sur le fait que c'est un serial killer qui a froidement tué tous tes amis. Alors bravo, bravo, oui, il lui aura fallu 18 minutes d'épisode pour le mentionner. I killed those who threatened my existence. Ouais, je faisais que me défendre. On connaît la musique, Quaimir. Hein. Par contre, pas mal le fait de parler de son existence plutôt que de sa vie. C'est bien, ça sonne moins individualiste. You killed Yord. A man who didn't hesitate to turn you in for a crime you didn't commit. Quoi Tu penses que c'est comparable, Quaimir? Yord, il a livré Osha pour un crime qu'elle n'avait pas commis et ça justifie la mort. Enfin, je veux dire, passons l'absurdité du propos. Aux dernières nouvelles, Yord, il allait pas la balancer au lion, Osha. Il y aurait eu une enquête, éventuellement un procès. Et puis, de toute façon, c'est complètement con. Osha a rapidement été innocenté. Ils ont tous compris que c'était sa sœur jumelle qui avait commis les crimes. Et puis, ils étaient tous dans la même team pour aller choper May et Quaimir. You killed Jackie. And where did you think that was going to go? You would have had the same relationship with her that you have with your master. One-sided. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Une amitié un peu branlante, ça justifie le meurtre. Quel argument, Quaimir, hein? Je suis tout retourné. I'm not my sister. Tout ce qu'elle a à répondre, c'est « je suis pas comme ma sœur ». Ouais, donc cette grosse truite d'Osha, elle commence à être convaincue par les arguments foireux de Quaimir. C'est fantastique, hein. On est au niveau zéro de l'intelligence. C'est pas croyable. Comment c'est possible que le script soit passé sous les yeux de, je sais pas, j'imagine au minimum 20 responsables avant le tournage, et ils ont quand même décidé de produire cet ignoble vomi. J'espère vraiment qu'il y aura moins de dialogue dans cet épisode, hein, parce qu'à chaque fois je désespère et en plus je dois expliquer pourquoi c'est complètement con. Ça va me prendre des plombes toutes ces conneries. Aren't you forgetting something? Chiotte, il cause encore. Quaimir veut faire comprendre à Osha que les Jedi ne voulaient pas d'elle. Elle répond qu'elle est partie de son plein gré et lui répond t'es sûr de ça? Ouais, il avance que les émotions qu'elle peut avoir maintenant, enfin je veux dire maintenant sur place, hein, présentement, c'est ce qui a poussé les Jedi à la rejeter. What? Oui, là je comprends pas. Mais visiblement Osha elle comprend, hein, et elle est toute chamboulée par cette affirmation sans queue ni tête. Enfin surtout sans tête. Oh, you touch my tra-la-la. Why aren't you a Jedi, Osha? Because I failed! Voilà. Bon, bah, Osha, elle est toute perturbée parce qu'elle a échoué. Mais t'as échoué quoi exactement, Osha? Un contrôle de maths? À aucun moment dans la série, il est signalé qu'elle a loupé quelque chose, ou genre, je sais pas, l'entrée du concours des Jedi. Mais là, elle dit qu'elle a échoué. Peut-être parce qu'elle a des émotions, ou je sais pas. Enfin, c'est nul. On termine cette scène effroyable avec un plan qu'on a déjà vu 2700 fois dans d'autres trucs. Avec la fille qui tient en joue l'autre personnage qui la remet en question, et ça se termine généralement par un roulage de pelle en bonne et due forme. Mais il y aura pas de roulage de pelle, parce que bon, ce serait quand même un peu trop gros, je suppose. Car non, je vais pas me taper plusieurs films de merde pour vous montrer au montage qu'on a déjà vu ce type de scène 1 million de fois. Je le sais, vous le savez, on a passé ce cap, vous et moi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? I lost everything. But when you lose everything, that's when you're finally free. Non, c'est les Jedi qui font de l'altruisme et du détachement aux choses un principe fondateur. Les Sith, eux, ils sont justement obnubilés par la peur de ce qu'ils pourraient perdre. Mais ça, Leslie, je suppose qu'on peut aussi mettre de côté, hein. What happens when you go to the dark side is it goes out of balance and then you get really selfish and you forget about everybody and you... Because when you get selfish, you get stuff. Or you want stuff. And when you want stuff and you get stuff, then you are afraid somebody's going to take it away from you. Whether it's a person or a thing or... Ah, merci Jésus, Marie-Joseph et tous ses copains charpentiers. On passe à autre chose et on revient à Coruscant. You get nauseous when you travel through hyperspace? I don't get sick. I find it unsettling. C'était une blague drôle. Humour, les gars. Ah, bah c'était juste pour nous dire que Master Green Sauterne, elle veut faire partie de la mission qui va sur Kofar. Super, on change à nouveau et en plus c'est pour nous faire revenir sur Basile. Joie. Bon, on sait pas ce qui manigance. En ce qui concerne Saul et May, le dialogue on s'en fout, c'est pas important parce que le moment où ça pourrait devenir un tant soit peu intéressant, c'est-à-dire là où Saul pourrait donner des éclaircissements sur ce qui s'est passé à Brendok 16 ans plus tôt, bah le vaisseau il remarche donc faut passer à autre chose. Si je gagnais de la thune à chaque fois qu'une mauvaise série jouait la carte des non-dits ou des problèmes de communication pour que l'incompréhension entre les personnages puisse perdurer, je serais richissime. Ah, bah alors que May cause au téléphone, Saul la paralyse. Mais apparemment, Basile est préoccupé par ce développement. Oui, lui qui vient d'agresser May 5 minutes avant. Bon, de toute façon, il disparaît à nouveau pendant que Saul déclenche l'hyperespace pour aller je ne sais où. Sur Kofar, l'équipe de Venestra débute les recherches. Et ils savent où aller. Et ils ont pas besoin d'un Basile, eux. Car on repart ensuite vers... Oh non, j'ai pas envie. Bon, je vais essayer de faire rapidos parce que j'en peux plus de ces deux tartes. Quaimir montre son dos musclé et Osha lui demande comment t'as eu cette cicatrice. Is it the scars? You wanna know how I got 'em? Quaimir n'en dira pas vraiment plus, donc il passe brusquement à autre chose en parlant de son casque fait en cortosis. Vous savez, mais oui, le fameux métal qui permet d'éteindre les sabres laser. Bah, apparemment, c'est aussi un casque de privation sensorielle. Ouais, ok, donc là, Leslie, elle s'est inspirée d'une de ses retraites hollywoodiennes durant un week-end pour voir Dieu sous ayahuasca.
Quaimir, qui est définitivement un groomer, lui propose d'essayer la drogue. Enfin, je veux dire le casque, histoire qu'il ouvre ses chakras ou je sais pas quelle autre connerie. L'équipe de Venestra sur Kofar découvre tous leurs petits copains Jedi morts au combat contre Quaimir. Et comme ni Sol ni Osha ne gisent sur le sol, ils ont déduit qu'ils doivent être encore en vie. Ah, et sinon la scène sert surtout à montrer que Venestra a un sabre laser rose qui fonctionne comme un fouet et qu'elle utilise pour tuer une grosse mouche. C'est tout pourri et ça fait aucun sens, mais passons, on est bientôt au bout. Mais se réveille attaché et Sol lui révèle qu'il est au courant de qui elle est. Bah, en même temps, ça devait sentir le cheveu cramé dans tout le vaisseau, donc je pense pas que c'était très difficile à deviner. Il lui explique aussi qu'il compte retrouver Quaimir et sauver Osha. Mais avant ça, il veut lui raconter tout ce qui s'est réellement passé à Brendok 16 ans plus tôt. Pendant ce temps, Osha lorgne sur le gros casque de Quaimir et se résout à essayer l'engin. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir une expérience sensorielle inconnue dans une grotte accompagnée d'un serial killer. Elle enfile le casque et là c'est l'extase. Elle se met à respirer comme n'importe quelle greluche dans une pub de café au début des années 2000. Oui, on n'a jamais vraiment compris pourquoi, à cette époque, le café c'était si sensuel. Ah, et victoire, c'est la fin. Un épisode écrit par Leslie, évidemment, et sa copine Jocelyn Bio. Oui, c'est celle qui affirmait fièrement n'avoir rien à foutre de Star Wars. Alors je l'ai souvent dit, pas besoin d'être un fan absolu pour faire du bon travail, mais là, ça s'est quand même bien vu, les filles. Enfin voilà. Moi je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ce serait très sympa. Allez, à bientôt.